Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Étienne Gros. Bonjour chers auditeurs, merci beaucoup de votre fidélité et de votre soutien précieux à Storia Voce. C'est grâce à vous que notre radio peut proposer chaque semaine des émissions et qu'elle peut se développer. Rendez-vous pour cela sur l'onglet Soutenez Storia Voce, sur la page d'accueil de notre site. Alors, bienvenue dans ce grand entretien consacré à l'Alhambra, ou, je devrais plutôt dire, à l'image de l'Alhambra à travers les 19e et 20e siècles. À son sujet, John Irving disait « Tel est l'Alhambra, un bâtiment musulman au milieu d'une terre chrétienne, un palais oriental au sein des édifices gothiques de l'Occident, l'élégant souvenir d'un peuple plein de courage, d'intelligence et de grâce, qui conquit, régna, puis s'évanouit. » Depuis ce palais nasride construit à Grenade et dernière capitale arabe de la péninsule ibérique, nous allons voyager au cœur du 19e et du 20e siècle, de l'Occident à l'Empire ottoman en passant par le Maghreb. Nous convoquerons l'architecture, bien sûr, mais aussi la photographie, la littérature de Chateaubriand à la poésie arabe, l'histoire ottomane et encore celle de l'Espagne. À travers les perceptions et les évocations si diverses de l'Alhambra, selon les époques et les peuples, nous voyageons au cœur des mouvements politiques et idéologiques qui ont secoué le bassin méditerranéen au cours de la période. Pour ce faire, je suis donc ravi d'accueillir Ethem Eldem. Ethem Eldem, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur à l'université de Bogazici et titulaire de la chaire internationale d'histoire turque et ottomane au Collège de France. Vos travaux portent sur l'histoire sociale et culturelle du dernier siècle de l'Empire ottoman, avec un accent particulier sur l'occidentalisation et l'orientalisme. Nous vous recevons aujourd'hui pour votre dernier ouvrage, L'Alhambra, à la croisée des histoires, paru aux éditions des Belles Lettres. Alors, Ethem Eldem, qu'est-ce que l'Alhambra à l'origine, pour commencer? Qu'est-ce que l'Alhambra à l'origine? Historiquement. L'Alhambra, c'est un complexe, c'est à la fois une citadelle et un palais. C'est un complexe qui a été bâti au cours des siècles et qui a pris la forme qu'on lui connaît aujourd'hui au XIVe, XVe siècle, à la fin en fait de la présence arabe, musulmane en Andalousie, en Espagne. C'est un joyau de l'architecture dite musulmane et je crois que c'est un des premiers lieux touristique dans le sens fort du terme. Donc l'Alhambra, c'est vraiment des couches superposées d'histoire, de perception, d'architecture, de rêves, de fantasmes, et de commercialisation à partir du 19e siècle, puisque le tourisme de masse, et c'est un peu ça qui m'a permis d'ailleurs de bâtir cet ouvrage autour de ce palais. Alors justement, pour bâtir cet ouvrage, pourriez-vous nous parler de la genèse, c'est-à-dire de la photographie finalement assez anodine que vous avez trouvée et qui vous permet de remonter le fil? Oui, alors c'est assez amusant, du moins ça l'a été pour moi. Une amie m'a donné une photo du début du XXe siècle qui provenait de la collection de son aïeul. Et on y voyait, dans un décor que je ne peux qualifier que d'alhambresque, un coin de l'Alhambra, un arabe, un vrai, c'est-à-dire une sorte de alim, un intellectuel arabe, posant, très droit, un peu crispé, mais dans un coin de l'Alhambra. Et au dos, il y avait une inscription, en partie en arabe et en partie en turc, les deux s'écrivant avec des caractères arabes, où il dédicaçait cette photo à un collègue, un juge, parce qu'il était lui aussi dans la fonction judiciaire, et il y marquait « Voici une photo de moi dans un coin du palais de l'Alhambra,
à Grenade, en Espagne. Et ensuite, il y avait en arabe un petit poème, un petit quatrain qu'il avait apparemment rédigé, avec une mention qui m'avait tout de suite intrigué. Voici le poème que j'ai inscrit dans le livre des visiteurs de l'Alhambra. Le fameux registre. Voilà. Alors, c'est avec cette photo que tout a commencé. Et tout a commencé très tard, puisque la photo, je crois que ça fait à peu près 20 ans que je l'ai vue. J'avais d'autres projets, etc. Et puis, l'Internet aide. C'est-à-dire que l'accès à certaines sources, certaines informations est tellement facilité aujourd'hui par les moyens techniques, électroniques, disons, franchement, je pense que je n'aurais pas pu faire ce travail si je m'y étais attelé lorsque j'ai vu la photo pour la première fois. Mais en gros, mon désir était d'identifier, parce que pour quelqu'un qui travaille sur l'Empire ottoman et pour qui l'orientalisme est en général des hommes blancs, entre guillemets, se rendant en Orient et posant dans des environnements exotiques, érotiques, le harem, les palais, etc., cette vision d'un oriental posant dans un cadre oriental, mais en Europe, il y avait de quoi se poser des questions. Et j'ai commencé à gratter la surface. Alors déjà, deux choses. D'une part, n'étant pas historien de l'art, j'ai mis du temps à comprendre, et on a dû m'aider, des historiens de l'art ont dû m'aider, à comprendre que ce n'était pas un coin de l'Alhambra, mais un coin d'un studio de photographes. Un studio de photographes, et d'ailleurs c'est un studio de photographes qui existe encore aujourd'hui à 50 mètres de l'Alhambra, où les touristes, aujourd'hui encore, vont se faire tirer le portrait dans un décor en stuc qui est censé représenter l'Alhambra. Donc déjà, première découverte, et ça n'ajoutait qu'une couche supplémentaire au mystère, puisque en plus mon arabe il posait dans un décor de pacotille. Bon. Et ensuite, deuxième élément, cette mention du registre des visiteurs. Et encore une fois, c'est sur Internet que j'ai vu que le registre des visiteurs existe pour l'Alhambra depuis 1829, lorsque le prince Dolgorouki, exaspéré de voir les touristes graver leurs noms sur les murs, a décidé de faire don à l'administration de l'Alhambra d'un premier registre, et depuis ce registre a été tenu. Donc on a maintenant des volumes et des volumes, et ils sont tous en ligne. Donc, pour moi, c'était le bonheur, je n'avais pas à me déplacer, et j'ai fini par trouver, alors d'une part, le studio. C'était un certain Rafael Garzón, c'était un des grands photographes de Grenade, mais dont la spécialité était justement son studio, où des touristes venaient poser dans un accoutrement arabe, et puis le registre des visiteurs, où j'ai trouvé mon arabe, qui s'appelait Khalidi. Je l'ai trouvé en 1904, et ce qui était beaucoup plus intéressant, c'est qu'en feuilletant le registre, j'en ai trouvé d'autres. Et tout d'un coup, s'est posé la question de savoir, mais voyons, qu'allons-nous faire, ou comment traiter ce nombre assez impressionnant, j'en ai trouvé à peu près 200, d'Arabes ou de musulmans, visitant l'Alhambra et laissant un petit souvenir, un petit commentaire, une petite signature, une date dans ce registre des voyageurs. Donc ça a commencé comme ça, et puis ça a explosé en quelque sorte, puisque il y avait des ramifications un peu partout. Oui, car il y a énormément de visiteurs avec tous une histoire différente, et qui permet justement de remonter le temps à travers ça. Quand est-ce que l'Occident redécouvre l'Alhambra ?
Alors l'Occident, déjà, je pense qu'il y a On peut le plusieurs définir. Occidents. Tout à fait. Il y a plusieurs Occidents, puisque l'Occident qui a découvert l'Alhambra, bon, on pense tout de suite à Chateaubriand, on pense à Owen Jones et Jules Goury. Jules Goury, on l'oublie souvent parce qu'il est mort à l'Alhambra, mais c'était le coéquipier de Owen Jones, tous deux architectes qui ont fait ces relevés magnifiques au début des années 1840, après un séjour dans les années 30, ces relevés de l'Alhambra qui ont servi de modèle à tout l'orientalisme mauresque du 19e siècle. Les expositions universelles, toutes ces foires un peu... Bon, donc, on pense surtout à des gens du Nord. Chateaubriand, et puis bien sûr on pense à Washington Irving, l'américain. Alors ça c'est le Nord quand même, c'est le Nord anglo-saxon qui est connu pour ses contes de l'Alhambra. Ouais. Ce que l'on sait moins, c'est que en fait la découverte de l'Alhambra, déjà les Espagnols étaient toujours conscients de la beauté et du mystère de l'Alhambra depuis la Reconquista, depuis la fin du XVe siècle. Et par conséquent, vous avez beaucoup de romans espagnols, mais des romans presque médiévaux, si vous voulez, qui traitent d'histoires d'amour entre des Arabes et des chrétiens, entre des Moros et des Cristianos, etc. Et donc, c'est très vivant. Mais au XVIIIe siècle, vers le milieu du XVIIIe siècle, des Espagnols, des architectes, des savants ont commencé à s'intéresser à l'architecture et à l'épigraphie, puisqu'il y a des inscriptions un peu partout, donc au passé, à l'héritage de l'Alhambra. On les a oubliés parce que le Nord a en quelque sorte phagocyté cette tradition et a marginalisé l'Espagne, puisque l'Espagne elle-même a été orientalisée, l'Andalousie en particulier, et c'est pour ça que je parle d'un orientalisme à tiroir, parce que vous avez les Arabes, les Maures, vous avez les Andalous, vous avez les Espagnols, et puis vous avez le reste de l'Europe, ou l'Europe, puisque souvent, l'Europe ne considère pas que l'Espagne fait partie de l'Europe. Elle est plus africaine, exactement. Ouais. Elle est plus africaine, etc. Il y a qu'à voir Théophile Gautier. Donc, la découverte de l'Alhambra, je pense qu'il faut leur faire justice. C'est les Espagnols. C'est les Espagnols. Mais la commercialisation, la diffusion de cette découverte, ce sont les gens du Nord, notamment les Français, les Britanniques et les Américains, un peu les Allemands, bien sûr. Vous faisiez référence à l'exposition universelle, en parlant justement de l'image de l'Espagne. Est-ce que vous pourriez nous décrire justement rapidement une exposition universelle, donc l'Andalousie au temps des morts, et tout le mélange qu'on peut y trouver? Alors ça, c'est l'expo de 1900, l'expo parisienne, l'exposition universelle parisienne. Les expositions universelles ont commencé avec un fonds de commerce qui était essentiellement de la machinerie, le progrès, etc. C'était des temples du progrès. Mais à partir de 78, Paris de nouveau, 89, encore plus, Paris aussi, elles se sont de plus en plus tournées vers l'exotisme, vers les colonies. Donc elles suivent un peu le parcours de l'Europe qui, d'un système très continental, s'est développé vers les colonies et ensuite vers l'impérialisme, c'est-à-dire un colonialisme à outrance qui avait une dimension raciste, d'exploitation beaucoup plus forte qu'auparavant. Donc 1900, c'est un peu le pic, le sommet de cette tendance, et c'est une grande foire, bien sûr à l'industrie, etc., puisqu'il y a le palais de l'électricité, etc., donc c'est la fée électricité, mais énormément d'exotisme. Et toutes les grandes puissances
rivalisent pour ce qui est de faire étalage de leur puissance coloniale. Donc, en face de la Tour Eiffel, du côté du Trocadéro, vous avez tout un pan de l'exposition qui est réservé aux pavillons coloniaux. Et l'un de ces pavillons coloniaux, c'est justement l'Andalousie au temps des morts. Et là, il y a beaucoup d'ambiguïté, puisque l'Andalousie, c'est quand même l'Espagne, et vous avez le pavillon de l'Espagne, et l'Espagne a refusé de donner dans l'orientalisme. L'Espagne s'est fait bâtir un bâtiment, un pavillon platéresque, et l'Espagne est extrêmement traumatisée par la perte de ses colonies. En 98, elle a été battue à plate couture par les États-Unis. Elle a perdu les Philippines, elle a perdu Cuba, et par conséquent, elle est dans un traumatisme d'empire en perdition. Et par conséquent, les Espagnols prennent très mal le fait que l'Espagne soit représentée par des non-espagnols, comme cette foire exotique qui a un rapport direct avec les morts, avec l'Andalousie, avec Andalus, avec la civilisation arabe. Donc c'est extrêmement compliqué, d'autant plus que les Espagnols eux-mêmes en sont en quelque sorte responsables, puisque depuis les années 60, 1860, eux aussi se sont lancés dans des aventures coloniales, et eux aussi commencent à lorgner sur le Maroc en particulier, et par conséquent, ils commencent à exploiter l'héritage andalou comme une sorte de matériaux qui les rend coloniaux, qui les rend impérialistes, du moins dans leur passé. Donc c'est extrêmement complexe, parce que d'un autre côté, vous avez aussi des Espagnols qui revendiquent ce passé comme une partie intégrante de leur identité. Donc c'est vraiment d'une complexité. C'est complexe et mélangé. Absolument. Il y a aussi les castagnettes. Il y a aussi effectivement, et vous avez des affiches. L'affiche de Diné, par exemple, d'Étienne Diné, est magnifique. Ça ne se fait plus aujourd'hui, ça ne peut pas se faire aujourd'hui parce que c'est pratiquement raciste, mais c'est d'une beauté. L'exotisme, l'érotisme est utilisé avec un court-circuitage entre l'Algérie et l'Andalousie, etc., un amalgame qui est inacceptable, mais d'un certain point de vue extrêmement beau, du moins sous le pinceau de quelqu'un comme Étienne Diné. Donc l'Espagne est doublement représentée. Vous avez l'Espagne traumatisée qui essaye de se montrer comme une puissance moderne, et puis vous avez l'Espagne que les autres montrent et que les autres donnent en spectacle exotique, orientalisant, puisque flamenco, danse kabyle, etc. C'est kiff-kiff. Voilà. Qu'est-ce que la légende noire des Abencerrages ? Alors, je passe par là, mais c'est important. Alors, il y a deux choses. Il y a la légende des Abencerrages, déjà, qui, elle aussi, même si on la connaît par Chateaubriand, et ensuite par ceux qui s'en sont inspirés par la suite, Fortuny, Regnault, dans la peinture, mais c'est encore une fois une création espagnole. C'est une création espagnole du XVIe siècle, un roman picaresque en quelque sorte qui raconte comment une faction a tué l'autre. En gros, c'est un roman d'aventure qui n'a rien de foncièrement orientaliste lorsqu'il est créé en Espagne. La tradition espagnole est tellement imbriquée dans le passé andalou, le passé arabe, qu'il n'y a pas encore cette distance qu'il faut pour s'imaginer l'orientalisme. Donc les Abencerrages, lorsqu'ils refont surface, déjà à la fin du XVIIIe siècle, mais surtout avec Chateaubriand, à partir des années 1820, ça devient une sorte de grand guignol maghrébin, ou andalou. C'est les têtes coupées, c'est le sang qui coule par le long des marches de l'Alhambra, dans la fontaine etc. Donc ça fait partie de l'orientalisme, puisque on le sait, l'orientalisme se nourrit en particulier de deux éléments, l'érotisme, le sexe et la violence.
les orientaux ils se vautrent dans les plaisirs et dans tous les plaisirs, dans tous les excès. Exactement, et en plus ils sont violents. Par conséquent, la légende des Abencerrages devient un des fonds de commerce de l'orientalisme andalou au XIXe siècle. Alors, la légende noire, en revanche, la leyenda negra, c'est autre chose. C'est un Julián Ruderias qui entre guillemets, invente ça au début du XXe siècle. C'est une réaction espagnole à la manière dont il se voit traité par le Nord, par l'Occident. Et ça remonte jusqu'au XVIe siècle, c'est-à-dire la manière dont l'Occident a utilisé, par exemple, les textes de Bartolomé de las Casas pour parler de la violence avec laquelle les conquistadores, les conquérants espagnols ont martyrisé la population latino-américaine, ce qui n'est pas entièrement faux, bien sûr, c'est d'ailleurs très vrai, mais ça a été utilisé par le Nord, et notamment par les Pays-Bas, les futurs Pays-Bas, etc., pour dénigrer la monarchie espagnole. Et ça, on le sent tout au long des siècles, c'est-à-dire que l'Espagne est de plus en plus marginalisée, elle est de plus en plus associée avec des éléments qui tiennent de la violence et d'une sorte de lasciveté, etc., donc de l'orientalisme. Et les Espagnols, au XIXe siècle, à une époque où ils essayent de se moderniser et ils veulent rivaliser avec l'Europe triomphante, c'est là qu'ils commencent à réagir contre eux. Et ils appellent ça la leyenda negra, la légende noire. Ce qui est probablement une réinterprétation de légende dorée, légende noire, qui a été utilisée par un historien de Napoléon pour parler des excès dans un sens et dans l'autre, lorsqu'on parle d'un héros, d'une telle personnalité comme Napoléon. Soit on ne fait que son éloge, soit au contraire, on dans la farine, voilà. Donc légende dorée, légende noire. Et la leyenda negra, c'est quelque chose. Alors bien sûr, comme toutes les réactions à l'orientalisme, ça devient un peu nationaliste, ça devient crypto-nationaliste, c'est-à-dire qu'à force de dire que les Européens maltraitent et ne comprennent pas l'Espagne, on fait l'apologie en quelque sorte d'une Espagne qui en fait était beaucoup plus... Et ça, c'est un phénomène que l'on connaît bien, puisque ça a été pareil au Moyen-Orient, et en Turquie particulièrement, j'en sais quelque chose, après la publication de l'orientalisme de Edward Said en 1978, où cet ouvrage, qui était fort intéressant et révolutionnaire, puisqu'il mettait quand même... a été utilisé à des fins un peu tiers-mondistes, pour régler les comptes avec l'Europe, avec l'Occident, avec l'impérialisme, etc. Et de manière très facile. C'est ça qui est très frustrant, de voir qu'un ouvrage d'un niveau intellectuel extrêmement élevé peut être complètement... Peut-être phagocyté. Exactement, et tourné en caricature, en quelque sorte, uniquement pour faire passer un message qui finit par être nationaliste. Concernant le Maghreb, est-ce qu'il y a des voyageurs arabes, maghrébins à l'Alhambra ? Alors, la majorité des non-européens ou non-américains, non-occidentaux, qui visitent l'Alhambra sont des Arabes. Et parmi ces Arabes, la très grande majorité est maghrébine. Ce sont des Marocains, surtout, quelques Tunisiens, quelques Algériens, des Arabes ou des Kabyles, des Berbères, c'est difficile à dire de toute façon. Mais enfin, disons que ce sont des Maghrébins. Je pense en avoir dénombré à peu près 200.
sur un total de peut-être 220, 230 individus. Donc c'est vraiment une majorité écrasante qui s'explique par la proximité. Il suffit de traverser le détroit. Et qui s'explique aussi par une volonté. Alors ce qui est très frustrant avec les Maghrébins, c'est que je les vois venir, j'arrive à les compter. Je sais qu'il y a une volonté de visiter Grenade parce que, en général, ce sont des gens qui sont en ambassade. Donc, ce sont des délégations. Ils sont en mission. Ce sont des ambassadeurs et leur suite, en général. Et par conséquent, c'est à Madrid qu'ils vont. Et c'est sur le Grenade n'est pas forcément sur le chemin. Oui. Pas forcément. Donc, s'il y en a tant qui repasse par Grenade, c'est qu'il y a une volonté. Donc j'en déduis, et ça ne me surprend absolument pas, qu'il y a dans la culture populaire, la tradition littéraire maghrébine, marocaine en particulier, il y a encore cette image de ce palais mythique, etc. Il doit y avoir aussi l'image de la mosquée de Cordoue. Et je pense qu'il passe par là aussi. Pour les deux. Le seul problème, c'est que la mosquée de Cordoue n'a pas de livre des visiteurs. D'accord. Donc, voilà. Mais les Maghrébins, ils sont très nombreux. Seulement, ils sont silencieux. C'est-à-dire qu'ils se contentent en général de signer, de dater, de se qualifier, al-bachador, donc ambassadeur, etc. Mais c'est tout. Rares sont ceux qui écrivent quelque chose de plus. J'ai eu un petit quatrain pour un secrétaire d'ambassade, et puis c'est pratiquement tout. Et c'est très frustrant parce que, d'un autre côté, nous avons une presse espagnole, surtout grenadine. Il y a à Grenade une attente. Un quotidien qui a fait de l'Alhambra son fonds de commerce et qui, chaque fois qu'il y a un mort, dans le sens le plus général, parce que en Espagne, encore aujourd'hui, quand vous dites moro, c'est un oriental, c'est un arabe, c'est un africain, c'est tout ce que vous voulez, le mort. Dès qu'il y en a un qui arrive à Grenade, hop, il y a un article dans la presse. Et on voit bien que dans la presse, ces journalistes, ils répondent à une attente espagnole. Qui est celle de voir ces visiteurs arabes, héritiers de ce passé, s'émerveiller et surtout s'attrister. On veut qu'ils soupirent, on veut qu'ils se lamentent, on veut qu'ils pleurent. Alors, bien sûr, aucun de ces visiteurs ne marque ses sentiments. Ce sont des qu'on peut comprendre, d'ailleurs. Ce qui se comprend tout à fait. Pourquoi le marque ? Parce que, évidemment, le côté sentimental, il est très présent chez les autres signataires du livre. Les touristes. Les touristes, ils adorent, ils s'en donnent à cœur joie, ils récitent par cœur les poèmes de Chateaubriand. C'est un déversement, un étalage, parfois un peu trop mielleux, de toutes sortes de sentiments provoqués par la vue de ce bâtiment. Bon. Les Maghrébins restent silencieux. Et par conséquent, pour pallier ce silence, vous avez la presse espagnole, la presse grenadine, qui, elle, décrit la manière dont ces gens se baladent dans le palais, et à chaque fois, ils vous disent « Ah, il s'est attardé devant telle cruche, il a commencé à sangloter, etc. » Alors, on ne sait pas si c'est vrai, ou si c'est construit. Donc c'est très intéressant. Et encore une fois, vous voyez ces couches successives de discours. Vous avez le visiteur maghrébin qui, lui, est silencieux, mais que l'on sent quand même intéressé et conscient de l'importance de ce lieu. Vous avez le journaliste espagnol qui veut tirer de cela quelque chose qui va plaire à la troisième couche, c'est-à-dire au lecteur de cette feuille. Donc tout ça, c'est extrêmement intéressant.
mais à traiter avec des pincettes. Parce que si vous prenez au pied de la lettre tout ce que vous voyez dans le livre des visiteurs ou dans la presse, vous risquez d'être complètement à côté de la plaque. Et il se pourrait même que pour que les visiteurs maghrébins laissent plus de commentaires, on inventerait peut-être même des poèmes. Je pense à Malek Salem, on n'est pas sûr. Alors ça c'est un mystère que je n'ai pas pu résoudre, il reste entier. Je pense que c'est un brûlot idéologique, c'est-à-dire que c'est un long poème, et déjà en arabe, très soigné, ce qui est tout à fait le contraire de ce que l'on voit généralement dans les inscriptions des Maghrébins. Un poète qui se dit étoilé, qui, sur une demi-page, chante les louanges, la beauté de l'Alhambra, et finit par une petite conclusion qui me met la puce à l'oreille, puisqu'il dit peut-être qu'un jour, un roi va réunir les chrétiens et les musulmans qui vivaient ensemble dans cette ville bénie. Je paraphrase. Et je crois, d'abord parce que c'est trop beau pour être vrai, donc on ne voit pas pourquoi, alors qu'ils sont tous extrêmement laconiques, il y en aurait un qui débarquerait avec un texte tout prêt qu'il aurait recopié dans le registre. Je crois que c'est un brûlot, je crois que c'est quelque chose qui a été placé par un des arabisants espagnols, et il y en a quelques-uns qui gravitent autour de l'Alhambra, pour faire mousser un peu le colonialisme espagnol. Encore une fois, depuis les années 60, l'Espagne lorgne sur le Maroc. Donc cette vision un peu édulcorée du passé des deux peuples jadis amis, etc., et l'idée qu'il pourrait être réuni de nouveau par un monarque, je crois que c'est une référence à la mission civilisatrice de l'Espagne. Concernant l'Orient, je pense à la visite de Fouad Effendi, qui est donc un ambassadeur. Quel effet a cette visite sur les Espagnols ? Voilà. Comment ça se passe ? Alors, les Maghrébins ne sont pas les seuls à visiter. Alors, il y en a beaucoup moins qui viennent de plus loin, qui viennent notamment de ce que j'appelle la Turquie, non que ce soit la Turquie, mais simplement parce que ce sont des Ottomans qui sont de culture turque, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de culture arabe. Ils n'écrivent que le turc, ils connaissent peut-être un peu quelques citations en arabe, mais ça s'arrête là. Et puis vous avez les Arabes du Mashrek, c'est-à-dire le Levant, Syrie, Liban et l'Égypte, bien sûr. Donc vous avez deux autres gros groupes qui sont très présents. Alors, les Turcs, encore une fois, entre guillemets, les Turcs sont un peu à côté de la plaque, d'autant plus qu'ils sont en train de se, entre guillemets, civiliser. Et la visite de Fouad Effendi en 1844, il est envoyé extraordinaire et plénipotentiaire, envoyé par le sultan pour féliciter la reine d'Espagne, qui vient d'accéder à sa majorité, etc. Il déçoit les Espagnols, puisque les Espagnols veulent un nabab, ils veulent un oriental, et ils sont très déçus de voir que ce Fouad Effendi, à part son petit bonnet rouge, sa calotte rouge, c'est-à-dire le fez, n'a rien d'un oriental. Mais ils font quand même une raison, et la presse, encore une fois, donne des détails sur la manière dont il lit avec beaucoup de facilité les inscriptions du palais, etc. Ce qui est probablement faux. Il a dû lire des inscriptions coraniques, les autres, il serait probablement incapable de le faire. Donc vous avez toute une lignée d'Ottomans turcs, de langue turque, qui défile à l'Alhambra, et dont la particularité première est de ne pas maîtriser la culture, la littérature qui leur permettrait d'apprécier l'Alhambra à sa juste valeur. Et par conséquent, et c'est ce qui m'amuse énormément, c'est de voir qu'ils voient l'Alhambra à travers l'Occident.
c'est-à-dire le guide Bellecker, le guide Oui. Johan à la main, Tout à fait. et par conséquent, on voit que pour eux, c'est un goût acquis. C'est quelque chose, c'est Ils utilisent un guide européen pour exactement. faire un voyage. Et leur remarque, parce que en plus, les Ottomans, avec la modernité, avec l'occidentalisation, ils deviennent eux aussi orientalistes, un peu comme les Espagnols. C'est-à-dire qu'ils commencent à voir les plus orientaux qu'eux comme des orientaux et se définir comme étant beaucoup plus proches des Européens. Oui. Et par conséquent, vous avez un phénomène qu'Oussama Makdissi a appelé Ottoman Orientalism, l'orientalisme ottoman, qui se développe et c'est un discours qui est très présent au sein de l'élite Ottoman, enfin, l'élite politique turco-ottomane. et intellectuelle et littéraire, où on traite le bédouin de non civilisé, etc. On reprend en quelque sorte la plupart des clichés et des stéréotypes de l'orientalisme occidental. Donc les Turcs sont à côté de la plaque, ils apprécient ça pour sa beauté, etc. Mais pour eux, l'Alhambra ou la présence arabe dans le passé de l'Europe n'a pas encore beaucoup de sens. Ce n'est qu'au tournant du XXe siècle qu'ils vont commencer à voir un parallèle avec leur propre situation. Exactement, puisque les Arabes ont été chassés d'Europe, eux sont sur le point d'être chassés d'Europe, cinq siècles plus tard. Ouais. Voilà. Donc, mais jusque-là, ce parallèle n'est pas établi, et la plupart des références à l'Alhambra ou au Mauresque, etc., se font par le truchement de l'Occident. Pour l'architecture aussi, à Istanbul dans les années 60, vous avez plein de bâtiments qui sont bâtis selon le modèle de l'Alhambra, mais avec sans aucune inspiration directe de l'Alhambra, c'est toujours par le biais d'architectes occidentaux tels Owen Jones, etc. Quels sont les autres visiteurs ottomans, mais qui ne sont pas turcs, qui viennent donc visiter l'Alhambra? Alors, vous avez des chrétiens orientaux, à commencer par les Grecs, et ce sont en général des Grecs qui sont au service de la porte du gouvernement ottoman, des ambassadeurs, etc., et qui eux aussi s'extasient devant la beauté de l'Alhambra, mais qui restent très grecs, très campés dans leur... Il y en a un qui compare ça à l'Acropole en disant que c'est presque aussi beau que l'Acropole, etc. Bon, vous avez des Arméniens qui, eux aussi, on sent bien, ils n'ont pas d'attache profonde avec ce monument, si ce n'est la découverte de quelque chose qui commence déjà à être bien connu pour quiconque est au courant de la littérature occidentale. Donc, c'est par l'occidentalisation que l'Alhambra voyage en Orient. Et puis, vous avez les Arabes. Alors, les Arabes de groupe, vous avez les Arabes musulmans et les Arabes chrétiens. Parmi les Arabes chrétiens, c'est surtout des Maronites, donc du Liban. Et eux, c'est très intéressant parce qu'ils sont nombreux, enfin, comparés aux autres, ils sont nombreux, mais très silencieux, mais cette fois-ci, je crois que le silence, c'est parce que l'Alhambra, c'est pas leur truc. C'est pas leur truc parce que, bon, ils sont chrétiens, il n'y a pas encore de panarabisme. C'est plus tard que l'arabisme va embrasser toutes les religions. Pour le moment, dans les années 1880, ils sont très cathos, et par conséquent, on sent bien qu'ils font partie d'un réseau catholique. Avec l'Espagne. Avec l'Espagne, et que par conséquent, la plupart de ces gens-là sont des prêtres qui viennent rechercher des fonds pour leurs églises et leurs écoles au Mont-Liban. Et puis, vous avez les Arabes musulmans. Et eux, ils viennent tard, mais ils viennent bien. C'est-à-dire que à partir des années 90, ce sont des Arabes qui non seulement ils ont le double avantage d'être occidentalisés, donc familiarisés avec tout l'attirail du parfait touriste et du parfait littérateur qui connaît ces auteurs occidentaux, mais en plus, ils ont l'arabe.
Ils ont l'arabe et la culture arabe. Et ils sont en train de la redécouvrir. C'est la Renaissance, c'est ce qu'on appelle la Narda. Donc, ce sont des gens qui maintenant peuvent vraiment donner un sens à ce bâtiment, qui peuvent lire et comprendre les inscriptions, et qui peuvent trouver dans leur registre, dans leur panoplie littéraire, des références, des poèmes, des citations qui sont directement liées à l'Andalousie arabe et à l'Alhambra ou à Madinatou Zahra. Ils peuvent modifier les trucs, mais ça marche très bien. Donc ils ressortent les poèmes du XVe siècle. C'est ça. Et eux, par conséquent, ils sont au courant. Ils baignent dans cette culture, d'autant plus qu'ils sont en train de la redécouvrir par ce désir de recréer, refaire naître, régénérer la nation arabe. La Renaissance. Et par conséquent, la Narda, la Renaissance, c'est un mouvement qui va donner non seulement un sens littéraire, poétique, culturel à l'Alhambra, mais un sens politique. Un sens politique. Maintenant que nous sommes sous la botte des Anglais, disent les Égyptiens, regardez ce que nous étions au Moyen-Âge, à une époque où les Européens vivaient dans les arbres. Oui. Un peu. Et par conséquent, il y a un renouveau de fierté, un capital de prestige que ces visiteurs trouvent dans l'Alhambra. Et ils ont, par conséquent, une lecture qui devient de plus en plus politique. Et elle continue jusque dans les années 1920, 1930, à une époque où, justement, maintenant qu'ils ont été sauvés du joug ottoman, ils sont menacés par les mandats britanniques et français. Donc ils sont encore en quête d'autonomie, d'indépendance et de preuve de la grandeur de leur civilisation. Et pour ces gens-là, justement, l'Alhambra, c'est extrêmement important. Ça devient quelque chose de très significatif, et ça, on le sent dans les inscriptions, mais plus que les inscriptions, on le sent dans les textes que ces gens rédigent et où ils parlent de leur passage par l'Alhambra, etc. Donc ça devient presque un pèlerinage vers les origines glorieuses de la civilisation arabe. Et est-ce que les chrétiens se joignent au mouvement ? Alors, à partir de 1900 à peu près, les chrétiens s'y joignent, parce que on le sait, la Narda est un mouvement qui réunit les deux religions. Et par conséquent, des gens comme George Zaidan, c'est un romancier très populaire. Il est chrétien et il écrit sur Fatah al-Andalus, la conquête de l'Andalousie, de l'Espagne, sur l'Alhambra, etc. Donc, il partage. Ce n'est que à partir des années 1920 que ces trajectoires vont se séparer. Mais en tout cas pour cette période-là, même s'il y a une vaste majorité de musulmans dans les visiteurs arabes, il y a aussi des chrétiens, et ce sont des chrétiens qui souvent participent le plus, contribuent le plus à la promotion et à la diffusion de cette image de l'arabité glorieuse du Moyen-Âge. Comme l'Alhambra est quand même aussi, enfin la conquête en tout cas espagnole par les Arabes, c'est aussi une conquête berbère. Est-ce que il y a Narda et berbère ? Est-ce que ça fonctionne ? Alors, le côté berbère, c'est très frustrant. On ne les sent pas. On sait que les Arabes, la culture arabe avec un A majuscule, a tendance à marginaliser les berbères. Et par conséquent, même le fait que Tarek, le conquérant, était berbère, est plus ou moins occulté. Et par conséquent, parmi mes visiteurs du Maghreb, je n'arrive pas à voir
s'il s'agit de berbères ou pas. Ils écrivent tous en arabe, personne n'écrit en amazigh, et par conséquent, je ne sais pas s'il n'y en a pas, ou s'ils sont acculturés, ou s'ils doivent en quelque sorte se conformer aux normes arabes, et par conséquent occulter leur identité berbère. Je n'ai rien trouvé, même dans la Narda, parce que la Narda est quand même très arabo-centrée, puisqu'elle est d'un Orient, elle provient d'un Orient qui ne connaît même pas la berbérité. Il n'y a pas les seuls à parler des berbères, ce sont encore une fois les Turcs. Et pourquoi ? Parce qu'ils disent ça dans la littérature occidentale. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ont la connaissance de la berbérité, de l'identité berbère, c'est tout simplement qu'ils ils reprennent à leur compte tous les clichés, les stéréotypes que l'Occident a produit autour de l'Alhambra. Donc, je pense que si j'ai une frustration majeure concernant ce travail, non que j'eusse pu le combler cette lacune, mais j'aimerais bien voir des chercheurs maghrébins essayer de creuser du côté des sources maghrébines pour voir s'il y a un répondant, s'il y a une sorte de pendant documentaire au Maroc, en Algérie, en Tunisie, qui pourrait compléter un peu le passage si silencieux de ces 200 individus. Frustration, désir... Peut-être. Voilà. Peut-être. Eh bien, merci beaucoup, Ethem Eldem, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université de Bogazici et titulaire de la chaire internationale d'histoire turque et ottomane au Collège de France, et que vous venez de publier L'Alhambra à la croisée des histoires, paru aux éditions des Belles Lettres. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité, et à bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Je vous souhaite une excellente semaine.